Ça fait plaisir de voir autant de monde à une conférence. Ça fait vraiment plaisir, surtout un vendredi soir, quand le week-end commence. Donc merci à tous et à toutes déjà d'être présents ce soir. Frontières fermées, nationalisme décomplexé, démocratie bafouée. Ceux que l'on appelle les populistes de droite ont pris le pouvoir à Budapest, à Varsovie, à Vienne. Ils progressent en Espagne et en Allemagne aussi, où 92 députés xénophobes déstabilisent la grande coalition d'Angela Merkel. Et bien sûr en France avec le Rassemblement national. Cette fièvre touche aussi bien les pays du sud de l'Europe, qui sont broyés par la crise économique, que les nations du Nord, plus riches comme la Suède, le Danemark, les Pays-Bas ou l'Autriche. Il semble que la cause de cette avancée soit identitaire, avec la renaissance d'un nationalisme qui prône le repli d'une Europe, soi-disant blanche, face à la menace d'une invasion migratoire. Certains diront du grand remplacement. Et cette angoisse de l'appel d'air est aggravée par un imaginaire d'un monde mondialisé. Mais comment définir le populisme et en quoi celui-ci est-il le reflet d'une crise démocratique? Et surtout, comment lutter contre cette maladie de nos sociétés? L'intervenant de ce vendredi rouge, Thierry Simonelli, est docteur en philosophie et en psychologie et il a enseigné l'histoire de la philosophie, la logique et la psychologie à différentes universités parisiennes et à l'université de Metz. Il exerce en tant que psychanalyste et a été secrétaire et président de la Société psychanalytique du Luxembourg. Il a publié entre autres Lacan, essai de critique intérieure, paru aux éditions du CERF en 2000, et aussi De la désuétude de l'homme, paru aux éditions du Jasmin en 2004. Monsieur Simonelli, il paraît aussi que vous avez animé une émission de radio. Est-ce que c'est vrai? C'est tout à fait juste. C'est ça. Mais pas chez RTL, n'est-ce pas? Non, pas sur RTL, sur CNN. Oui, il y a 2 ans, sur 100.7. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup de relever ce défi. Et je vais vous abandonner à votre public et je vous reviens tout à l'heure. D'accord. Alors, j'aimerais remercier des Links pour leur invitation à parler d'un sujet aussi épineux. Si je ne me trompe pas, vous me corrigerez si je me trompe, Die Linke est le seul parti qui ait choisi d'affronter ce sujet de cette manière. Je crois qu'il n'y a pas d'autre parti qui l'ait osé. Donc courage, parce que, comme vous allez le voir, le sujet touche aussi un certain nombre, bien que ce ne soit pas le thème de cette soirée, un certain nombre de partis de gauche. Malheureusement, il y a quelques similarités. Donc, pour commencer, on m'a demandé donc plutôt de vous fournir un prétexte à discussion, un prétexte à débat, donc je serai assez bref et aussi simple que possible. Donc, pour commencer par le plus simple, je distinguerai entre un terme, un concept théorique et un concept empirique. Pour ce qu'il en est du terme de populisme, vous le savez, il en est venu à ne plus signifier grand-chose. Le terme, c'est à peu près le mot tel qu'on l'utilise tous les jours, tel qu'on l'entend à la radio, tel qu'on l'entend dans les discussions de café. Le concept, c'est autre chose. Le concept, c'est une construction de l'esprit qui répond à certains critères. Donc un concept peut être bon ou mauvais, il peut être vrai ou faux, pertinent ou inutile. Un concept théorique, ça serait un concept qui serait justifié à partir d'une réflexion théorique. Et un concept empirique, ce dont nous allons parler ce soir, ça serait un concept qui aurait ses attaches dans l'observation, dans le constat, dans l'analyse d'un phénomène observable. Grosso modo. Alors il a été proposé, par rapport au terme de populisme, ce qui est tout à fait compréhensible, de ne plus en parler, simplement de laisser tomber le mot.
évidemment, ça pose problème, parce que si on a affaire à un phénomène réel, comment concevoir ce phénomène, si on n'a pas de mots pour le désigner? Comment aussi, sans le définir, pourrait-on mener la moindre recherche ou le moindre sondage statistique sur le phénomène réellement existant? Et comment surtout réfléchir sur les possibilités de combattre le populisme si l'on se refuse à reconnaître ce à quoi on a affaire? C'est donc pourquoi il faut construire un concept, idéalement donc un concept empirique, et commencer par des définitions, par définir de ce dont on parle, quitte à en débattre par la suite. Et je vous propose une première définition, ceux qui sont sur Facebook en ont déjà vu une partie, qui est celle de Ralph Dahrendorf, un sociologue et un ancien député du FDP, donc quelqu'un qui est plutôt à droite. Et vous verrez, c'est une définition assez intéressante et qui recèle un piège, je crois. Alors, c'est la définition suivante. C'est dans les 8 thèses sur le populisme, un texte qui date de 2003. Dahrendorf écrit « Le populisme est simple, la démocratie est complexe. En fin de compte, c'est peut-être la différence la plus importante entre deux formes de référence au peuple. Le populisme est basé sur la tentative délibérée de simplifier les problèmes, c'est ce que je suis censé faire ce soir, c'est son attrait et sa recette de succès. Le crime prend le dessus, nous devons prendre des mesures plus sévères. Trop de demandeurs d'asile entrant dans le pays, il faut leur refuser l'accès. Le capitalisme mondial nous rend pauvres, il faut couper les ailes à ses protagonistes. C'est aussi simple que cela. Voilà, fin de la citation. Vous l'aurez remarqué sans doute, et l'auteur s'en est rendu compte aussi en écrivant ces lignes, cette définition est très simple. Elle est assez proche de ce qu'on pourrait appeler une définition populiste du populisme. Parce qu'il ne suffit pas de critiquer le populisme, on peut parler de manière populiste du populisme. En logique, on dirait que c'est une fonction récurrente. Alors, il faut donc faire attention, c'est pas si simple que cela. Partons d'une brève histoire, une histoire conceptuelle. L'histoire du populisme, celui qui nous concerne aujourd'hui. Et je crois, et je ne suis pas seul à le penser, intimement lié à la pensée politique moderne, et plus particulièrement à une idée que l'on peut clairement dater. C'est l'idée de la souveraineté du peuple. Et c'est Jean-Jacques Rousseau qui, dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de 1755, et surtout dans le contrat social de 1862, situe la légitimité de l'autorité politique du côté de la volonté générale du peuple. Concept compliqué s'il en est. Pour ceux qui ont lu le contrat social, vous savez de quoi je parle. En tous les cas, Rousseau sépare la source de l'autorité politique, qui revient au peuple, de l'exercice de l'autorité qui revient au gouvernement. Ainsi, un gouvernement démocratique a à répondre au peuple. Et ce dernier, le peuple, est en droit de révoquer le gouvernement si celui-ci s'avère infidèle à la volonté générale. Or, dès les premiers mouvements populistes du 19e et du 20e siècle, on retrouve certains échos de cette idée rousseauiste. Et ce qui est plus intéressant encore,
c'est que l'on voit se profiler dès ses premiers mouvements populistes, celui des Narodniki russes, celui du parti politique US People's Party, et ce, malgré les différences, quelques traits communs. Ils sont au nombre de 4, si vous voulez. L'appel au peuple, l'appel à un peuple authentique, vertueux et homogène, l'opposition à une classe dirigeante, la volonté ensuite de rendre le pouvoir au peuple et de l'enlever aux puissants ou aux riches, et une fierté nationaliste unissant le peuple. Et il en est de même du populisme dit classique de l'Amérique latine des années 1940 et 1950. On retrouve à nouveau, malgré certaines différences, des traits similaires. La revendication d'une participation politique universelle des gens ordinaires, la revendication d'une égalité des droits politiques, mais aussi, de manière un peu moins rousseauiste, à nouveau, un autoritarisme charismatique à tendance nationaliste. On pourrait aller très rapidement rajouter le cas du poujadisme, le premier populisme proprement contemporain, de l'Union de défense des commerçants et des artisans des années 50, soutenu au départ par le Parti communiste, il faut le dire. À son tour, donc, ce poujadisme se caractérise par une défense des petites gens, des petits commerçants et des artisans, la révolution petite bourgeoise, si vous voulez, contre une élite. Une critique de l'impôt injuste qui met à contribution les petits et épargne les riches, ça a l'air familier, hein, contre les trusts apatrides. Voilà, c'était le terme. Une critique de l'inefficacité parlementaire, une revendication de révoquer les représentants politiques, le gang des charognards, je cite, pour redonner le pouvoir au peuple et évidemment une exaltation nationaliste. Alors avec tout ça, on peut commencer à construire un peu un concept donc empirique, disons, et regarder du côté des recherches scientifiques, au sens le plus large du terme de scientifique. Les publications, évidemment, sur la question du populisme se sont également multipliées, pour passer de 75 articles en 2010 à 332 en 2017, et je crois qu'on ne les compte plus aujourd'hui. Mais si les concepts de populisme dans cette littérature scientifique restent également contestés, ils s'y précisent en même temps. L'évolution du concept semble donc aller dans le sens opposé du terme dans son usage quotidien. Donc, sans m'arrêter longuement sur la question de savoir quelle est la bonne définition du concept, cela constituerait un sujet à part, j'aimerais vous proposer une définition minimaliste, au sens du plus petit dénominateur commun, qui permettrait un certain nombre de constats et de réflexions sur le phénomène politique du populisme. Et la définition, disons, utile, dont j'aimerais partir, est celle conçue par Cas Mudde, un politologue néerlandais, en 2004, et puis par Mudde et Rovira en 2017. Alors il faut savoir qu'il s'agit d'une définition idéologique, c'est-à-dire une définition qui s'intéresse prioritairement à l'idéologie, à la vision du monde, la Weltanschauung du populisme. Et je vous cite cette définition minimaliste, utile, j'espère. Le populisme constitue une idéologie qui considère que la société est séparée en deux groupes homogènes et antagonistes, le peuple pur et l'élite corrompue, et qui soutient que la politique devrait être une expression de la volonté générale du peuple. On retrouve ces échos rousseauistes dans ces définitions, pas seulement dans les définitions. Le populisme ainsi défini à deux opposés. Ça, c'est intéressant. L'élitisme et le pluralisme. L'élitisme étant évidemment l'image en miroir
du populisme. Il partage sa vision du monde manichéenne, mais veut que la politique soit une expression des vues de l'élite morale au lieu d'un peuple amoral. Le pluralisme, en revanche, rejette l'homogénéité du populisme et de l'élitisme, considérant la société comme un ensemble hétérogène de groupes et d'individus ayant des points de vue et des souhaits souvent fondamentalement différents. Fin de la citation. Donc, je préciserai aussi au passage que le populisme de droite ne relève ni de l'extrême droite, ni surtout du fascisme ou du nazisme. Dans la plupart des cas réellement existants, le populisme de droite ne remet même pas en question l'idée et la pratique de la démocratie, même si il entend donner un sens un peu différent et particulier à cette démocratie. Donc, je passe aux revendications du populisme de droite. Que veut le populisme de droite? Et vous comprendrez pourquoi l'on peut parfois entendre et lire que les populistes posent les bonnes questions mais donnent les mauvaises réponses. La critique du populisme ressort clairement de sa définition. Voilà en quoi elle est déjà utile. Le populisme s'inscrit en défaut contre les élites politiques, médiatiques, économiques, contre l'establishment. Et la société du populisme ne se décline pas tant en termes de gauche et de droite, mais de haut et de bas. Dans ce sens, et vu de l'intérieur, le populisme échappe en grande partie à l'opposition gauche-droite, vu de l'intérieur. Ceux d'en haut, qu'il s'agisse de politiciens, de journalistes, d'experts, d'hommes d'affaires, sont corrompus. Ils ne s'intéressent qu'à leurs propres intérêts financiers, à leurs propres besoins de pouvoir, et trahissent donc l'homme commun, l'homme et la femme de la rue, les travailleurs honnêtes, etc. Ceux d'en haut, les politiciens, les partis, ne représentent pas ceux d'en bas, mais ils les trahissent, ils les exploitent, ils les trompent. Et ce qui ici ressemble à une lutte des classes traditionnelles, et ce qui rend le populisme si attractif pour un certain marxisme vulgaire, est de fait reformulé en termes personnalisés, en un antagonisme personnalisé entre les puissants, les individus puissants d'en haut, de droite, du centre, de gauche, et les opprimés d'en bas, constituant le bloc homogène des perdants. Il s'ensuit donc une moralisation et une psychologisation de la politique. Ceux d'en bas, les gens du peuple honnêtes et bien pensants, se voient attribuer le devoir moral de contester la corruption morale, voire la perversion d'individus apatrides d'en haut. Et la politique en devient une lutte manichéenne du bien contre le mal, du pur contre le corrompu, de l'honnête contre la tromperie et contre la manipulation. Avec le populisme, pas besoin de penser, il suffit de juger. Nous sommes les bons, les honnêtes, la vraie voix du peuple. Eux, on ne les adresse même pas comme vous. Eux sont les traîtres du peuple ou de la démocratie, les vendus, les représentants du grand capital, etc. Donc on pourrait dire, il y a cette place du signifiant vide, comme le formuleront Laclau et Mouffe, pour un autre type de populisme. Mais l'idée reste la même. Les partis politiques traditionnels, qu'ils soient de gauche, centre ou de droite, participent à la corruption du peuple. C'est la raison pour laquelle on ne peut plus leur faire confiance. On ne peut plus faire confiance aux partis et à leurs promesses mensongères.
Et dans ce cas, il vaut mieux se définir comme mouvement plutôt que comme parti. Allons plus loin, la démocratie représentative des partis politiques doit donc être dépassée par la démocratie populiste. À cette fin, les populistes proposent un rapport plus direct à la population, réduit au silence par le système de la démocratie représentative. Quand le populiste donne sa voix au peuple, il ne représente pas ce peuple au sens traditionnel du terme, il parle de la voix du peuple lui-même. Les populistes pratiquent donc la rhétorique du dire vrai. Ils disent les choses comme elles sont, sans subterfuge, sans déformation, en toute simplicité. C'est pourquoi tout un chacun peut comprendre les vérités populistes. Elles disent simplement tout haut ce qu'une majorité silencieuse, exploitée, pense déjà tout bas. La formule est comme ça. Que propose donc ce populisme de droite? Eh bien, les populistes de droite se proposent de lutter pour les perdants, ceux d'en bas, les bonnes et honnêtes gens qui travaillent et payent leurs impôts, contre les opportunistes, les profiteurs, les menteurs d'en haut, qui ne travaillent pas, esquivent les impôts et n'en font qu'à leur tête. Les populistes parlent pour ces pauvres, la majorité silencieuse, en leur prêtant leur voix. Et le populisme affirme vouloir émanciper les opprimés d'en bas, en leur apprenant que et comment ils se font opprimer. Autrement dit, les populistes disent l'exploitation comme elle est. Et tout en émancipant ceux d'en bas, le populisme ne tente pas de changer les valeurs des petites gens, comme le propose par exemple la prise de conscience marxienne. Pour le populisme, les valeurs et la conscience des petites gens oppressés représentent déjà le bien. Il ne s'agit pas d'éduquer, mais de rétablir, de redonner la parole et le pouvoir à ce qui est déjà. Quelles sont donc les techniques de ce populisme? Ce point semble particulièrement intéressant parce qu'il peut également servir une sorte de définition de la stratégie politique du populisme. Et je pense à nouveau aux deux que j'ai cités tout à l'heure parce qu'ils reprennent ces techniques à leur compte. En tous les cas, une définition stratégique et pratique permettrait aussi d'éviter un certain nombre de problèmes attachés à la définition idéologique, dans la mesure où les motivations du populisme sont principalement et surtout politiques, c'est-à-dire accéder au pouvoir. L'idéologie ou les idéologies n'y relèvent seulement que de l'opportunisme électoral. Alors, les techniques. En accord avec les positions du populisme, le leader populiste essaye d'entrer directement en rapport avec le peuple ou les petites gens. Il ne passe évidemment pas par les partis politiques. Il ne passe même pas de préférence par les médias habituels, fake news. Il s'adresse directement au peuple, par de grands rassemblements, ou par les nouveaux médias sociaux. J'y reviendrai. La communication populiste met donc au premier plan le rapport direct entre un leader apparemment autonome, indépendant, des partis, des élites, des lobbyistes, etc. Un leader idéalement charismatique, mais ce n'est pas nécessaire, et le peuple. Le lien direct du leader aux électeurs potentiels passe par des messages simples, souvent des formules faciles à mémoriser et affectivement surchargées. Toutefois, et en même temps, ces discours évitent d'être trop clairs et trop précis. Ils sont plus efficaces quand ils restent flous et généraux. D'une part, comme ça, chacun pourra les entendre à sa manière, et d'autre part, cette indétermination laisse une importante marge de manœuvre à l'opportunisme qui pourra
toujours adapter les propos du leader à chaque nouvelle situation sans donner l'impression de se contredire. En parlant directement aux gens, le populiste leur donne aussi l'impression de compter, d'être adressé en personne, par une autre personne qui les connaît et qui se soucie personnellement d'eux. De ce fait, la technique populiste remplace la représentation politique par l'identification personnelle. Le leader populiste est le peuple, EST, et le peuple est son leader. Je crois que vous connaissez cette phrase, c'est pas moi qui l'invente. Il y a une communion directe qui n'a pas besoin de passer par les démarches symboliques, procédurales ou institutionnelles de la représentation. Recours massif donc à la psychologie des foules. Ce type de communication directe crée un sentiment d'appartenance. Les partisans du leader ont l'impression de faire partie d'une communauté homogène, d'un nous qui s'oppose à un eux. Et eux, en l'occurrence, peut être à peu près n'importe qui. Voilà pourquoi l'absence de véritable orientation idéologique peut être dangereuse. Car chacun qui ne fait pas partie du nous est un ennemi potentiel. Cette technique démagogique repose difficilement sur une véritable institutionnalisation qui s'apparente trop aisément à un parti politique traditionnel. Il est bien plus important pour le leader populiste de mobiliser et de mobiliser incessamment. J'avais mentionné les médias sociaux, j'y reviens et je terminerai avec cette dernière réflexion, cette dernière information. Un récent article du Spiegel datant du 27 mars 2019, vous l'avez peut-être lu, a attiré l'attention sur une recherche menée par le politologue américain Trevor Davis au sujet de l'usage de Facebook par l'AfD. L'AfD recueille à elle seule 85% des shares, donc des partages, de l'ensemble des partis politiques allemands. Ce qui, rien qu'au mois de mars 2019, correspond à 1,8 million de billets partagés. 1,8 million de posts de billets partagés, contre les 75 000 de la gauche, les 67 000 des Verts ou les 63 000 du Parti socialiste. L'AfD est donc à l'origine du double des partages réalisés par le Parti socialiste, alors que sur le plan des pages Facebook, l'AfD en compte 1500, alors que le Parti socialiste en compte tout de même 1400, et l'Union chrétienne 1000. Combien de pages pour dire? Bon. Pour parler d'hégémonie, une bonne douzaine. Voilà. Donc 1500. Hein. Alors il y a différentes raisons à ce succès. D'une part, l'AfD a parfaitement compris la logique de Facebook et l'utilise de manière ciblée. Ce qui veut dire qu'elle publie dans les 4000 billets à photos, très important les photos, par semaine. S'approcher, hein. Plus aisément digestible évidemment que du texte, ce qui, d'après Trevor Davis, revient à un ordre de grandeur que l'on ne connaît que des dernières semaines des campagnes électorales présidentielles américaines. Le choix de ces billets, de ces sujets, est toujours centré sur les thèmes les plus mobilisateurs. Ils lisent les statistiques aussi. Et les plus affectivement chargés, comme les migrants, la polygamie supposée des musulmans, l'aliénation de la langue par les étrangers, etc. Et ces messages sont toujours simples à comprendre et tiennent dans une ou deux phrases. Comment un nombre aussi impressionnant de billets
est-il possible alors officiellement, le parti n'emploie officiellement que 3 personnes qui se chargent de tout cela? Eh bien, la solution, c'est qu'ils ont des comptes automatiques. C'est-à-dire, ils ont des robots informatiques qui balancent des postes à longueur de journée, si bien qu'ils arrivent à ces nombres assez impressionnants, en prenant toutefois quelques distances par rapport à la voix du peuple. Voilà l'un des problèmes dans la lutte de l'hégémonie. Il y a quand même des partis qui ont bien compris comment ça fonctionne aujourd'hui. Voilà, je m'arrêterai sur cela. Et puis on va discuter, débattre et se battre. Je suppose.